Bien, merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'abord remercier toutes les sœurs et tous les frères qui sont arrivés ce soir pour que nous échangions ensemble sur la thématique qui a été retenue par les organisateurs de cette soirée, organisateurs que nous félicitons au passage au regard de l'initiative prise et de la pertinence du thème choisi, thème consacré à la démocratie en Afrique et en particularité le cas du Gabon. Je voudrais, dès le départ, indiquer qu'il s'agit pour moi d'un échange et non pas d'un enseignement, d'une conférence en tant que telle. Il s'agira d'échanger sur cette thématique et on se passera de revenir sur l'historique du processus balbutiant et même un processus de temps en temps qui connaît un ensemble de syncopes, processus de démocratisation en Afrique, étant entendu qu'il y a une importante littérature déjà en la matière, comme venait de le rappeler tout à l'heure le maître de cérémonie, faisant référence par ailleurs au discours de la Bolle. Nous allons faire l'économie de tout cela et bien sûr, je ne m'attarderai pas sur les différentes élections politiques qui ont eu lieu ou en Afrique ou au Gabon, pour se consacrer un peu spécialement sur le cas sui generis, unique à son genre, que constitue l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Élection présidentielle qui est unique en son genre, étant entendu que cette élection présidentielle a donné lieu à l'installation de ce qu'il est convenu d'appeler une junte politico-militaire à l'issue d'un processus qu'il faut qualifier de putsch électoral, d'un coup d'État militaro-politique qui a amené à installer à la tête du pays cette junte politico-militaire dont les effets sont particulièrement dévastateurs. Dévastateurs en République gabonaise, mais dévastateurs également sur le plan international, parce que non seulement il y a l'exercice de la souveraineté populaire qui est refusé en République gabonaise, mais également s'ajoute la négation du droit international et même le questionnement particulier des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est pour cela que, pour introduire cet échange, je pensais qu'il était bon, dans un premier temps, de rappeler les grands moments de ce coup d'État politico-militaire contre la démocratie et contre la souveraineté populaire du peuple gabonais. Et bien sûr, pour terminer dans une seconde partie, à essayer de démontrer comment le droit international est désormais très interrogé par ce qui se passe au Gabon et comment les droits fondamentaux de la personne humaine sont un processus de négation dans notre pays. Je suis satisfait qu'à côté de nous, il y ait un frère d'un pays voisin qui participe également comme conférencier à cet échange et nous le remercions. Nous le remercions d'avoir aussi accepté de venir échanger sur cette question qui concerne certes l'Afrique centrale, mais concerne en priorité le Gabon et le peuple gabonais. D'abord, l'installation de la junte politico-militaire et les effets sur le Gabon, sur la paix, la sécurité et la démocratie au Gabon. Ce processus d'installation de cette junte, je ne vais pas revenir sur les préparatifs des élections, puisque ces préparatifs ne pouvaient pas nous permettre de prévenir qu'on en serait arrivé là. Étant entendu qu'on le veuille pas, les lois électorales au Gabon sont de bonnes lois électorales. Nous avons une loi électorale qui est particulièrement démocratique, où les dispositions ne fût-ce qu'en au-delà de la biométrie, mais les dispositions consistant, d'une part, à faire en sorte que nous puissions voter, que chaque électeur puisse voter avec 2 enveloppes à coller. Une enveloppe destinée au bulletin pour le candidat qu'on a choisi et une autre enveloppe destinée à
jouer le rôle de poubelle pour mettre les bulletins des candidats qu'on n'a pas choisis est une première garantie réelle de l'exercice démocratique du libre choix du citoyen. Parce que par le passé, il était possible d'exiger d'un électeur de vous rapporter les bulletins des candidats qu'il n'a pas choisis pour apporter la preuve qu'il n'a pas voté ces candidats-là. Et les électeurs n'avaient qu'une seule possibilité, c'est simplement essayer de voter blanc pour ramener tous les bulletins et les montrer à la personne avec laquelle on avait un contrat particulier, rien que les bulletins de ses adversaires. Aujourd'hui, au regard de la législation électorale gabonaise, cela n'est plus possible. Donc c'est une garantie d'exercice de la liberté d'expression par le vote qui était garantie pour les citoyens gabonais. Et ce modèle d'enveloppe à coller n'existe quasiment pas dans le monde, en dehors du Gabon. Deuxième garantie, c'est que la législation électorale gabonaise fait en sorte que dès que le vote est terminé et que le dépouillement est effectué publiquement en présence des électeurs qui désirent bien y rester, les procès-verbaux sont remplis, séance tenante, en autant d'exemplaires qu'il y a des candidats et en autant d'exemplaires qu'il y a les destinataires dans le processus d'organisation et de proclamation des résultats. Au point où, lorsque chaque bureau de vote termine, le représentant de chaque candidat dispose immédiatement et en public d'une copie originale du bulletin, plutôt d'une copie originale du procès verbal. Ce qui garantit la transmission des résultats aux différents candidats par le biais de leurs représentants de façon fiable. Mais hélas, lorsque l'on est habité par le diable, toutes les garanties qu'on peut mettre en place volent en éclats. Ça, c'était à titre préliminaire. Maintenant, ce processus électoral organisé comme tel nous amène à un processus de transmission de résultats, bureau de vote par bureau de vote, vers les commissions locales, provinciales, nationales, électorales, et puis qu'on puisse nous dire, non, il y aurait eu tripatouillage. Accusation de fraude venant du candidat Jean Ping, accusant Ali Bongo Ondimba qui a eu fraude au niveau de la province du Haut-Togo, mais accusation également de fraude venant curieusement d'un pouvoir accusant l'opposition d'avoir organisé la fraude, alors même que tout pouvoir a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, également assurer la sécurité et la sincérité des votes. Et qu'on puisse demander au ministre de la Justice d'aller à la télévision, aller annoncer que la transmission des résultats par voie électronique de l'intérieur du pays vers la commission électorale a fait l'objet d'un piratage pareil à cœur, des surcroît ivoiriens, donc africains comme nous tous, et qui serait un champion en informatique capable de trafiquer informatiquement des résultats qui ne sont pas transmis informatiquement. Et le ministre de la Justice étant à l'époque votre humble serviteur, j'avais le choix entre aller faire cette annonce et paraître ridicule même devant mes enfants qui connaissent mieux les outils informatiques que moi, paraître ridicule vis-à-vis de la communauté nationale et internationale et surtout ridiculiser le Gabon, ainsi que l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, qu'au Gabon, des documents papier remplis manuellement, transmis de la main à la main, peuvent faire l'objet d'un piratage informatique. À la limite, on aurait même pu croire que le piratage informatique aurait pu exister avant que l'informatique ne soit inventée. Première situation du processus d'installation et d'organisation d'abord du coup d'État politico-militaire. Cela n'ayant pas été fait, nous avions pensé qu'il fallait non seulement convaincre de la nécessité qu'il ne peut pas y avoir trafic, plutôt piratage des résultats non transmis informatiquement, mais encore, nous avions proposé au président Ali Bongo Ondimba d'accepter qu'on puisse procéder à un comptage transparent devant témoins observateurs internationaux de l'Union africaine,
témoins, représentant l'opposition, représentant la majorité, de sorte que les accusations croisées de fraude ne puissent pas donner lieu à une contestation de nature à compromettre la paix et la sécurité, paix qui demeurait pour le moment un peu la caractéristique principale du Gabon. Au regard de tout ce qui se passe partout en Afrique subsaharienne, au moins on disait au Gabon, il y a des problèmes, mais il y a au moins quelque chose de précieux, c'est au moins les gens vivent en paix. Et que cette paix, s'il est menacée, c'est malheureusement la dernière chose qui restait pour le Gabon, pour les Gabonaises et les Gabonais, qu'on était en train de vouloir compromettre parce qu'il faut penser qu'il y aurait un cas. Ce comptage transparent a été refusé au prétexte que ce comptage transparent serait illégal, en dépit du fait qu'on ait expliqué que ce qui est illégal, c'est ce qui est interdit par la loi lorsqu'on viole cette interdiction, et que ce qui n'est pas prévu expressément par la loi, dans le silence de la loi, on peut le faire, puisque la loi de notre pays n'exigeant pas un comptage ou un recomptage, dès l'instant où ça ne l'exige pas, mais nous avons les dispositions de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui fait l'objet d'une référence dans le préambule de la Constitution gabonaise. Et dès l'instant où le préambule de la Constitution gabonaise fait référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette référence et le préambule de la Constitution, plus les autres références contenues dans ce préambule, constituent ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. Et à partir de ce moment, cet article 5 dit clairement que la loi ne peut interdire que ce qui peut nuire à la société. Et au deuxième alinéa, ajoute, on ne peut empêcher rien que ce qui est interdit par la loi. On a expliqué tout cela au président Ali, entouré de quelques fondamentalistes politiques, qui, en raison de l'inexpérience politique, pensent que, parce qu'on est en politique, on peut se permettre tout, quitte à mettre en péril la paix et la sécurité au Gabon, la paix et la sécurité des Gabonaises et des Gabonais. Ceux-là, ayant eu raison sur M. Ali Bongo Ondimba, nous avions pensé qu'il n'était pas normal, il n'était pas possible d'accepter, de participer à ce qui pourrait arriver le lendemain, parce que lorsque ce problème était posé, nous étions le 30 août, mardi 30 août, et les résultats ont été publiés le 31 août, mercredi, sans le recomptage transparent. Et comme vous avez tous constaté, comme nous l'avions tous constaté, comme nous l'avions tous subi, le Gabon a implosé. Il y a une meute indescriptible que le Gabon n'a jamais connue. Réprimer cette jointe politico-militaire dont les effets sont particulièrement dévastateurs. Dévastateurs en République gabonaise, mais dévastateurs également sur le plan international, parce que non seulement il y a l'exercice de la souveraineté populaire qui est refusé en République gabonaise, mais également s'ajoute la négation du droit international et même le questionnement particulier des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est pour cela que, pour introduire cet échange, je pensais qu'il était bon, dans un premier temps, de rappeler les grands moments de ce coup d'État politico-militaire contre la démocratie et contre la souveraineté populaire du peuple gabonais. Et bien sûr, pour terminer dans une seconde partie, à essayer de démontrer comment le droit international est désormais très interrogé par ce qui se passe au Gabon et comment les droits fondamentaux de la personne humaine sont un processus de négation dans notre pays. Je suis satisfait qu'à côté de nous, il y ait un frère d'un pays voisin qui participe également comme conférencier à cet échange et nous le remercions. Nous le remercions d'avoir aussi accepté
de venir échanger sur cette question qui concerne certes l'Afrique centrale, mais concerne en priorité le Gabon et le peuple gabonais. D'abord, l'installation de la junte politico-militaire et les effets sur le Gabon, sur la paix, la sécurité et la démocratie au Gabon. Ce processus d'installation de cette junte, je ne vais pas revenir sur les préparatifs des élections, puisque ces préparatifs ne pouvaient pas nous permettre de prévenir qu'on en serait arrivé là. Étant entendu qu'on le veuille pas, les lois électorales au Gabon sont de bonnes lois électorales. Nous avons une loi électorale qui est particulièrement démocratique. Bien, merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'abord remercier toutes les sœurs et tous les frères qui sont arrivés ce soir pour que nous échangions ensemble sur la thématique qui a été retenue par les organisateurs de cette soirée, organisateurs que nous félicitons au passage au regard de l'initiative prise et de la pertinence du thème choisi, thème consacré à la démocratie en Afrique et en particularité le cas du Gabon. Je voudrais, dès le départ, indiquer qu'il s'agit pour moi d'un échange et non pas d'un enseignement, d'une conférence en tant que telle. Il s'agira d'échanger sur cette thématique et on se passera de revenir sur l'historique du processus balbutiant et même un processus de temps en temps qui connaît un ensemble de syncopes, processus de démocratisation en Afrique, étant entendu qu'il y a une importante littérature déjà en la matière, comme venait de le rappeler tout à l'heure le maître des cérémonies, faisant référence par ailleurs au discours de la Bolle. Nous allons faire l'économie de tout cela, et bien sûr, je ne m'attarderai pas sur les différentes élections politiques qui ont eu lieu ou en Afrique ou au Gabon, pour se consacrer un peu spécialement sur le cas sui generis, unique à son genre, que constitue l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Élection présidentielle qui est unique en son genre, étant entendu que cette élection présidentielle a donné lieu à l'installation de ce qu'il est convenu d'appeler une junte politico-militaire à l'issue d'un processus qu'il faut qualifier de putsch électoral, d'un coup d'État militaro-politique qui a amené à installer à la tête du pays ce que l'on est habité par le diable. Toutes les garanties qu'on peut mettre en place vont en éclater. Ça, c'était à titre préliminaire. Maintenant, ce processus électoral organisé comme tel nous amène à un processus de transmission de résultats, bureau de vote par bureau de vote, vers les commissions locales, provinciales, nationales, électorales, et puis qu'on puisse nous dire, non, il y aurait eu tripatouillage. Accusation de fraude venant du candidat Jean Ping, accusant Ali Bongo Ondimba qui a eu fraude au niveau de la province du Haut-Togo, mais accusation également de fraude venant curieusement d'un pouvoir accusant l'opposition d'avoir organisé la fraude, alors même que tout pouvoir a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, également assurer la sécurité et la sincérité des votes. Et qu'on puisse demander au ministre de la Justice d'aller à la télévision, aller annoncer que la transmission des résultats par voie électronique de l'intérieur du pays vers la commission électorale a fait l'objet d'un piratage pareil à cœur, de surcroît ivoirien, donc africain comme nous tous, et qui serait un champion en informatique capable de trafiquer informatiquement des résultats qui ne sont pas transmis informatiquement. Et le ministre de la Justice étant à l'époque votre humble serviteur, j'avais le choix entre aller faire cette annonce
et paraître ridicule même devant mes enfants qui connaissent mieux les outils informatiques que moi, paraître ridicule vis-à-vis de la communauté nationale et internationale et surtout ridiculiser le Gabon, ainsi que l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, qu'au Gabon, des documents papier, remplis manuellement, transmis de la main à la main, peuvent faire l'objet d'un piratage informatique. À la limite, on aurait même pu croire que le piratage informatique aurait pu exister avant que l'informatique ne soit inventée. Première situation du processus d'installation et d'organisation d'abord du coup d'État politico-militaire. Cela n'ayant pas été fait, nous avions pensé qu'il fallait non seulement convaincre de la nécessité qu'il ne peut pas y avoir trafic, plutôt piratage des résultats non transmis informatiquement, mais encore, nous avions proposé au président Ali Bongo Ondimba d'accepter qu'on puisse procéder à un comptage transparent devant témoins, témoins observateurs internationaux de l'Union africaine, témoins représentant l'opposition, représentant la majorité, de sorte que les accusations croisées de fraude ne puissent pas donner lieu à une contestation de nature à compromettre la paix et la sécurité, paix qui demeurait pour le moment un peu la caractéristique principale du Gabon. Au regard de tout ce qui se passe partout en Afrique subsaharienne, au moins on disait au Gabon, il y a des problèmes, mais il y a au moins quelque chose de précieux, c'est au moins les gens vivent en paix. Et que cette paix, s'il est menacée, c'est malheureusement la dernière chose qui restait pour le Gabon, pour les Gabonaises et les Gabonais, qu'on était en train de vouloir compromettre parce qu'il faut penser qu'il y aurait un cas. Ce comptage transparent a été refusé au prétexte que ce comptage transparent serait illégal, en dépit du fait qu'on ait expliqué que ce qui est illégal, c'est ce qui est interdit par la loi lorsqu'on viole cette interdiction, et que ce qui n'est pas prévu expressément par la loi, dans le silence de la loi, on peut le faire, puisque la loi de notre pays n'exigeant pas un comptage ou un recomptage, dès l'instant où ça ne l'exige pas, mais nous avons les dispositions de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui fait l'objet d'une référence dans le préambule où les dispositions ne fussent qu'en au-delà de la biométrie, mais les dispositions consistant d'une part à faire en sorte que nous puissions voter, que chaque électeur puisse voter avec 2 enveloppes à coller. Une enveloppe destinée au bulletin pour le candidat qu'on a choisi et une autre enveloppe destinée à jouer le rôle de poubelle pour mettre les bulletins des candidats qu'on n'a pas choisis, est une première garantie réelle de l'exercice démocratique du libre choix du citoyen. Parce que par le passé, il était possible d'exiger d'un électeur de vous rapporter les bulletins des candidats qu'il n'a pas choisis pour apporter la preuve qu'il n'a pas voté ces candidats-là. Et les électeurs n'avaient qu'une seule possibilité, c'est simplement essayer de voter blanc pour ramener tous les bulletins et les montrer à la personne avec laquelle on avait un contrat particulier, rien que les bulletins de ses adversaires. Aujourd'hui, au regard de la législation électorale gabonaise, cela n'est plus possible. Donc c'est une garantie d'exercice de la liberté d'expression par le vote qui était garantie pour les citoyens gabonais. Et ce modèle d'enveloppe à coller n'existe quasiment pas dans le monde, en dehors du Gabon. Deuxième garantie, c'est que la législation électorale gabonaise fait en sorte que dès que le vote est terminé et que le dépouillement est effectué publiquement en présence des électeurs qui désirent bien y rester, les procès-verbaux sont remplis séance tenante en autant d'exemplaires qu'il y a des candidats et en autant d'exemplaires qu'il y a les destinataires dans le processus d'organisation et de proclamation des résultats. Au point où, lorsque chaque bureau de vote termine
le représentant de chaque candidat dispose immédiatement et en public d'une copie originale du bulletin, plutôt d'une copie originale du procès verbal. Ce qui garantit la transmission des résultats aux différents candidats par le biais de leurs représentants de façon fiable. Mais hélas, lorsque